Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Seix Paname pour faire une moitié de bilan. Moitié de bilan, forcément, le bilan de la moitié de la saison du Paris Saint-Germain. Alors, c'est pas réellement la moitié de la saison, parce que moitié de championnat, déjà, normalement, c'est 19 matchs. Il y en a 15. Pourquoi il y en a 15? Parce que je vous apprends rien, il y a la Coupe du Monde. Donc, on va faire un bilan en Ligue 1, bilan Champions League, bilan contenu, bilan statistique, bilan joueur, ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu sur certains joueurs, si je suis convaincu sur certains joueurs, si je souhaite que le joueur peut-être s'en aille, etc. N'hésitez pas dans les commentaires surtout à réagir, de me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais surtout de donner votre propre avis sur ce qui vous a plu pour le moment en début de saison, de Galtier jusqu'à les joueurs, jusqu'au contenu, jusqu'aux résultats, jusqu'aux statistiques, tout ce que vous voulez. Lâchez-vous un petit peu, je vais essayer de répondre à tous les commentaires. Je dis bien je vais essayer, mais je réponds tout le temps à tous les commentaires. Donc voilà, on va commencer déjà par le championnat, les gars, où j'ai noté 15 matchs, 43 buts, 9 buts encaissés, 41 points, on a 5 points d'avance sur Lens. Alors en Ligue 1, mine de rien, même si le contenu n'y est pas beaucoup, on va pas se mentir les gars, là je veux d'abord parler de contenu avant tout le reste. Moi je trouve que le Paris Saint-Germain, avec l'équipe qu'on a, on se doit de donner beaucoup plus, surtout de plaisir, de jeu, etc. Parce que pour moi, je le répète encore une fois, le jeu, si tu as de jeu dans ton équipe, si tu as du collectif, au lieu d'avoir que des individualités, ça te permet de voir beaucoup plus loin, avoir beaucoup plus de sûreté. Parce que si un jour tu tombes sur une équipe qui cadre en vérité tes individualités, ta seule chance de t'en sortir, c'est le collectif. Mais si tu n'as pas de collectif, au moins bien travaillé, tu ne t'en sortiras pas. C'est ce qui s'est passé il y a 2 ans face à City, où tu sors le Bayern et tu sors le Barça grâce à tes individualités, et grâce à ton bloc, etc., grâce à ta débauche d'énergie. Mais au niveau collectif, on n'était pas là, on n'était déjà pas là. Tu vois, et quand tu tombes contre City, contre une équipe qui est bien en place, etc., limite, t'existes pas. Tu vois, et c'est ça qu'il faut voir. Il ne faut pas voir uniquement que les résultats, même si, attention, si on ne prend pas le plaisir jusqu'au bout et qu'on est avec des champions, jackpot. Mais quand tu joues pas bien, la seule façon de rendre heureux tes supporters et tous ceux qui t'aiment, etc., c'est d'aller au bout. Parce que si tu vas au bout, on n'a rien à dire, parce que de toute façon, c'est le résultat, il est final. Mais si tu vas pas au bout, que tu as besoin quand même de prendre du plaisir dans chaque année, chaque match, etc. Tu n'as pas envie de t'endormir devant un match, tu n'as pas envie de pester, surtout avec la qualité d'effectif que tu as. Tu vois, ça, c'est mon premier point. Maintenant, les gars, 15 matchs, 43 buts, on va pas non plus... Bien évidemment, les gars, j'ai mis mon horloge. Bon, bref, c'est pas grave. On va pas niquer, on va pas niquer la vidéo, tant pis. C'était Beverly Hills, t'as reconnu. Donc, les gars, 43 buts en 15 matchs. Il faut quand même avouer qu'on a quand même déjà vu beaucoup de buts cette saison. On va pas se plaindre de ça. Alors, on a vu beaucoup de buts, mais par transition, quelquefois, dans un match, tu vas avoir du 3-4-0. Mais pas pour autant avoir dominé hyper grave le match, etc. C'est parce que tu as une équipe hyper forte et tout ça. Donc moi, j'aimerais juste que ça change, qu'on écrase l'adversaire, qu'on devienne en fait un rouleau compresseur. Maintenant, les gars, on va pas se plaindre. 9 buts encaissés. Alors c'est ça qui est un peu bizarre, c'est qu'on dit en vérité que notre faiblesse est notre défense. Mais on a pris que 9 buts en 15 matchs en fait. Mais c'est de la Ligue 1. Pour moi, le révélateur, on va y arriver, c'est quand même la Ligue des Champions. Mais il faut forcer de constater quand même qu'on prend moins d'un but par match et que la défense s'en sort pas si mal, surtout quand les attaquants adverses font n'importe quoi. Mais en soi, les gars, on va pas se plaindre. Moi, je suis content pour le moment, on est premier, on reste invaincu, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Et voilà, il y a eu quelques couacs. Le premier couac, pour moi, c'est à domicile face à Monaco, où c'est le premier grand club, entre guillemets, que tu rencontres de la saison. Et là, tu tombes un peu sur un os, où on est beaucoup pressé, etc. Tu n'arrives pas à ressortir. Tu as eu le match nul à Brest, au Parc contre Brest. Beaucoup de matchs à domicile où tu fais pas ce qu'il faut. Contre Brest à domicile, où tu as Donnarumma, on en reparlera tout à l'heure, Donnarumma, justement, où tu as Donnarumma qui te sauve. Il t'arrête un penalty, sinon Brest, peut-être gagne le match à 10 minutes de la fin. Donc tu fais match nul quand même au Parc face à Brest. Et tu as le match à Reims, où malgré qu'il y a eu un arbitrage un peu bizarre, etc., j'ai trouvé quand même nos joueurs assez, tu vois, pas dans le match. Et c'est surtout que tu sors de ton match face à Reims et tu fais match nul là-bas. Mais sinon, dans l'ensemble, les gars, on gagne nos matchs, on gagne nos gros matchs. Et voilà, moi j'en suis satisfait quand même si j'aimerais encore une fois prendre plus de plaisir, mais ça c'est mon côté un peu plus compétiteur et c'est mon côté un peu perfectionniste, tu vois, et de me dire que j'aime trop le football pour me contenter de peu. Tu vois, moi je suis pas le joueur de supporter à dire tu mets Messi, tu mets Mbappé, tu mets Neymar, il va avoir 2 ou 3 sombreros dans le match, on va gagner 2-0 en ayant fait un match pourri.
et ça va me suffire. Non, moi, ça ne me suffira pas comme contenu, tu vois. Moi, j'ai besoin de voir du jeu, etc. Comme les 3 premiers matchs qu'on a vécu cette année. Quand vous voyez les 3 premiers matchs avec vraiment... On a vu une vraie différence par rapport à Pochettino, tu vois. Il y a eu des combinaisons, des sourires, tu vois, des jeux dans les petits espaces, ça joue en une touche de balle. Et puis d'un seul coup, ça s'est un peu, tu vois, ça s'est un peu mélangé et tu ne retrouves pas ce que tu retrouves au début de saison. Donc il y a bien la preuve qu'on est capable de le faire. Ligue des Champions, la vraie révélation. Alors tu fais 14 points, c'est déjà pas mal les gars. Tu termines deuxième, pour moi c'est un échec de terminer deuxième. Tu chopes le Bayern de Munich, on verra plus tard en février parce qu'il y a beaucoup de temps pour améliorer ton équipe. Moi j'y crois fortement, mais Bayern c'est quand même une grosse écurie, on va pas se mentir. Alors, pour moi c'est un échec par rapport à l'effectif que tu as. Et c'est surtout que Benfica, tu ne les gagnes pas sur 2 matchs. Voilà, tu fais match nul là-bas. Alors, on peut me dire ce que tu veux. Benfica, c'est fort. Benfica, ceci. Benfica, cela. C'est vrai que c'est une bonne équipe. Mais par rapport à la tienne, il n'y a pas de bonne équipe en vérité. Tu vois, tu as une bonne équipe, mais toi, tu as les Marvel au-dessus, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu t'en sors pas parce que tu n'as pas de collectif. C'est aussi simple que ça. Donc, pour moi, c'est un échec de terminer deuxième. Après, est-ce qu'il y a un seul match abouti du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Parce que pour moi, la Ligue des Champions, les gars, c'est le révélateur. C'est le haut niveau, etc. Maccabi Haïfa, tu gagnes 7-2 au Parc. C'est quoi qui s'est éteint, là? Ah, c'est ma lampe. Tu gagnes 7-2 au Parc, mais tu te prends quand même 2 buts qui te niquent, en fait, ta qualification en tant que premier. Mais bon, tu as mis 7 buts, on va pas non plus faire les rabat-joie. 7-2 au Parc, pour moi, c'est un très très bon match du Paris Saint-Germain, même si tu t'es pris 2 buts. Le match aller là-bas, moi j'ai trouvé qu'on n'était pas vraiment dedans. Et face à la Juve où tu as tes 2 victoires, je trouve que c'est pas abouti. Voilà, tu gagnes 2 fois 2-1. Alors tu gagnes, c'est la première fois que tu gagnes face à la Juve en plus, donc il y a l'historique, etc. Mais ça, moi les historiques, en fait, les gars, je vous assure que je m'en fous. À chaque fois, je vois les gens qui se satisfait de « Oh, on est l'équipe qui a marqué le plus de buts en poule. Oh, on est l'équipe qui a fait le plus de ceci en poule. » Mais au final, tu vas pas au bout. Donc, j'en ai rien à faire, moi, de ces statistiques juste à gonfler ton ego, tu vois. Moi, ce que je veux, c'est aller au bout, être champion d'Europe. Le reste, je m'en fous. Si demain, tu fais du vrai contenu, où tu as de la cohérence, tu gagnes tous tes matchs 1-0, tu es champion d'Europe, ça me suffit. Je m'en fous qu'on gagne 7-0 en poule et qu'après, on se fasse éclatax comme des merdes, parce que psychologiquement, ça va pas. Tu vois? Donc pour moi, la Ligue des Champions est révélateur. Et je trouve que pour le moment, c'est pas mauvais, mais c'est pas très bon non plus. Tu vois? Donc on verra. L'heure de vérité, de toute façon, les gars, elle est en février. Maintenant, on va passer au jeu. Alors on va passer d'abord à Galtier. Alors Galtier est arrivé en ayant instauré une tactique, le 3-5-2, 3-4-3, tout ce que vous voulez, enfin, que vous l'appelez comme vous voulez, alors qu'il n'avait jamais fait lui-même cette tactique-là. Il y a comment ça s'appelle, son staff qui avait déjà opéré cette tactique, etc. Mais lui-même ne l'avait jamais opéré. Il est arrivé, moi je suis surpris, tu as un entraîneur qui n'a jamais fait cette tactique et il le fait. J'ai l'impression qu'il est arrivé pour faire plaisir à l'opinion publique parce que tout le monde en parlait. Parce que c'est un entraîneur qui dit qu'il écoute beaucoup ce qui se dit, tu vois. Et moi je vous avais toujours dit, les gars, que je ne vois pas la nécessité de faire évoluer Nuno Mendes et Hakimi devant si c'est pour en fait... avoir un milieu de terrain à 2 qui pour moi n'est pas suffisant. Depuis le début de saison, je vous l'avais dit, les gars, j'ai maintenu ce que je voulais dire, parce que pour moi, et tant mieux si ça aurait fonctionné, tu vois, moi je m'en fous d'avoir tort. Du moment que le PSG va bien, c'est le principal. Moi, mon but, c'est pas d'avoir tort, c'est pas d'avoir raison, c'est que le PSG aille bien. Et moi, je peux rien changer derrière mon écran, tu vois, je dis juste mon avis. Donc en vrai, le milieu AD, Verratti, Vitinha. Le vrai problème qui se passe, c'est que quand ils ont le ballon, ça va, mais quand ils n'ont pas le ballon, c'est trop frêle. T'as 2 petits. En plus, ce n'est pas des joueurs qui ont à leur qualité première une récupération de ballon, tu vois. Donc, pour moi, c'est trop frêle. Il fallait mettre un 3e milieu de terrain. Surtout que quand tu joues un milieu à 2, tu peux. Il y a des équipes qui peuvent jouer à 2 au milieu. Mais dans ce cas, il faut avoir des attaquants qui ne rechignent pas à défendre. Et aujourd'hui, je suis désolé de vous dire, à part le Neymar qui défend aujourd'hui, Mbappé, Messi, ça ne défend pas beaucoup. Donc tu te retrouves toujours en difficulté, tu termines carbonisé au bout de 65-70 minutes parce que tu n'en peux plus. Si tu veux jouer à 2 milieux, il faut des Yannick Carrasco. Je prends cet exemple parce que c'est un joueur pour moi typique, ou des Cavani à l'ancienne, etc. Des joueurs qui attaquent, qui défendent, qui attaquent, qui défendent. Voilà, des box-to-box mais attaquants. Voilà. Donc pour moi, cette tactique n'allait pas. Ça n'allait pas. Et ce que je reproche à Galtier, en fait, c'est qu'il a dû changer, non pas parce qu'il voyait que ça ne fonctionnait pas, parce qu'il y avait les résultats. Donc le résultat cache encore une fois
voilà, les déchéances, les mauvais placements, le fait que tu peux être dominé dans un match. Il a dû attendre qu'il y ait eu énormément de blessures pour plus avoir de solution, pour rebasculer à 3 milieux de terrain. C'est la seule chose que je regrette chez Galtier pour le moment, parce qu'au niveau de gérer les stars, etc., il s'en sort pas trop mal. Il n'a pas beaucoup d'expérience au haut niveau, Galtier. Il a toujours eu l'expérience Ligue 1, etc., mais il arrive dans un club, c'est waouh pour lui. Il passe de là à là, on va pas se mentir. Donc pour le moment, il s'en sort très très bien. Malgré que la Ligue des Champions termine derrière Benfica. Maintenant, je vous l'ai dit, la vérité, ça sera le Bayern de Munich. Le PSG ne sera jugé que sur ça, de toute façon. C'est malheureux, mais en même temps, en Ligue 1, t'as pas de concurrence. Et c'est pas la faute du PSG, encore une fois, parce que j'entends dire, ouais, le Qatar, non, non, non. Non, dans les autres trucs, quand Manchester City met l'argent, on dit pas, ouais, Manchester City met beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que les autres clubs suivent derrière. Donc en fait, il faudrait que le PSG ne dépense pas pour rester à niveau des autres. Mais on marche sur la tête en pensant comme ça, en fait. Non, c'est pas comme ça qu'on avance. Donc voilà, Galtier est passé, et c'est surtout au niveau du recrutement aussi, parce que tu as acheté beaucoup de milieux, tu as dégraissé en défense sans acheter un défenseur central. Donc pour moi, en fait, tu mets 2 milieux en ayant acheté trop de milieux, et tu mets 3 défenseurs centraux en ayant acheté peu de défenseurs centraux. Donc pour moi, déjà, il y a un déséquilibre, et c'était pas logique. C'était absolument pas logique. Voilà pour ce que j'ai à dire au niveau tactique, etc. Dans l'ensemble, je suis satisfait des joueurs, mais on va y aller doucement. On va y aller doucement, les gars, et on y va tout de suite. On va commencer par Donnarumma. La vidéo est longue un peu, hein, je vous dis, ça fait déjà 11 minutes. J'espère que vous allez rester jusqu'à la fin et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec les joueurs et tout. Alors Donnarumma, qu'on aime ou qu'on n'aime pas par rapport à Navas, moi j'ai toujours été un fervent supporter entre guillemets, mais j'ai une préférence pour Navas. Voilà. Moi Navas, j'oublie pas ce qu'il a fait, notamment contre le Bayern, le Barça. Enfin, ça fait 2 ans qu'il était là, et 2 ans, les gars, on fait demi-finale, finale. Il n'y a pas de secret, les gars. Il n'y a pas de secret. Sans Navas contre le Barça, tu te prends une remontada bis en une seule mi-temps. Et c'est la vérité. Donc, la principale chose, c'est que le PSG a enfin, par rapport à l'année dernière où ils n'ont pas réussi à trancher et que ça a déstabilisé pour moi les 2 gardiens, on peut reprocher d'avoir choisi Donnarumma au lieu de Navas, mais ce qu'on ne peut pas reprocher au club, c'est encore une fois, pour une fois, cette fois, heureusement, ils ont tranché. Ils ont choisi un numéro 1, ils ont choisi un numéro 2. Le choix peut se discuter, mais au moins la méthode est la bonne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Donnarumma, au début, c'était catastrophique. Hein, on ne va pas se le cacher. Les erreurs de pied, les erreurs de placement, le manque de confiance, etc. Je me suis dit, mais au secours, au secours. Mais depuis Brest, où il a arrêté son penalty, je le trouve très très bien en place, très très en confiance. Il y a encore des petites lacunes au niveau du pied, mais vous avez remarqué quand même qu'il dégage très très souvent, plus rapidement qu'avant. J'ai l'impression qu'avec sa grandeur, il y a une latence entre ce qu'il envoie à son pied et la façon d'opérer, tu vois. Donc, en fait, je pense que maintenant, il dégage très vite, comme ça, il sait qu'il a toujours des problèmes au pied, mais au moins, il ne se prend plus la tête. Et je trouve qu'il est très, très bien en place et il fait des bons matchs. Donc, j'ai plus rien à dire sur Donnarumma. Le reste, je ne vais pas en parler des remplaçants, de Keylor Navas, malheureusement. Moi, je lui souhaite de trouver un autre club l'année prochaine qui finisse sa carrière en jouant parce que c'est un mec qui, pour moi, mérite d'être titulaire dans un club. Voilà, tout simplement. Juan Bernat, on va y aller doucement. Juan Bernat, bah écoutez, moi, quand il était au club avant ses blessures, je kiffais ce joueur. Il marquait beaucoup de buts en Ligue des Champions, il était très présent devant, il est technique. Tu sais, ça me fait penser à un peu, je vais pas le comparer à lui, mais à Jordi Alba du Barça. Tu vois, c'est petit, c'est technique, c'est espagnol, c'est gaucher, tu vois, c'est le genre de joueur que j'aime beaucoup. Malheureusement, il a subi une blessure, et en plus, avec sa grosse blessure, on le prolonge. Le truc qui a complètement... C'est ahurissant, surtout qu'avant sa blessure, il voulait partir, hein. Donc, je trouve que Bernat, malheureusement, je me disais que c'était bien en doublure et je suis en train de me poser la question, est-ce que c'est vraiment bien même en doublure? Je trouve qu'il a du mal à retrouver son niveau et que c'est un peu compliqué pour lui. Je vais faire vraiment les principaux, hein, je ne vais pas tous les faire non plus. Hakimi. Alors, Hakimi, c'est le truc où je vais avoir du mal à avoir un avis concret, en fait. Je peux le trouver bon comme mauvais. Il n'est pas constant pour moi. Je trouve qu'il a énormément de qualité, énormément de potentiel. Mais il y a un problème avec lui, c'est que des fois, il est capable de faire des trucs de ouf, et des fois, il est capable de faire des trucs de merde, en fait. Tu vois, genre le but qu'il a mis là dernièrement, le dernier match, il prend la profondeur, en plus, il accompagne bien le ballon, il a une bonne finition, au top. Et quelquefois, il va te rater un truc au bout de 2 mètres au niveau du gardien, mais ça, c'est pas le problème. C'est quelquefois, je trouve quand même qu'il va pas assez vers l'avant. En fait, il y a quand même un contraste incroyable entre Nuno Mendes, qu'on va en parler tout à l'heure, et Hakimi, tu vois. Mais c'est pas le même style en même temps.
Hakimi, pour faire la différence, tu es obligé de l'envoyer en profondeur. Que Nuno Mendes peut faire la différence tout seul, balle au pied. Et c'est déjà un rapport de force complètement différent. Et ils ont chacun à ses qualités quand même. Mais Hakimi, quelquefois, je trouve qu'il manque un peu de concentration. C'est-à-dire que des fois, il y a des passes faciles à faire, et il va plus vite que la musique, il ne se concentre pas assez. Mais en soi, au niveau des latérales droits, il n'a pas de concurrence. Voilà. On va passer vite fait à Mukiele. Tiens, Mukiele, qui pour moi, je le répète encore une fois, les gars, que ce soit les défenseurs central, que ce soit les latérales droits, Mukiele, je vous l'ai dit dès le départ, j'ai fait une vidéo sur lui quand il est arrivé, j'ai dit les gars, ça sera un joueur d'appoint. C'est-à-dire que ce sera un joueur qui va rendre service, mais comptez pas sur lui pour faire concurrence à qui que ce soit. Pour moi, Mukiele, il a un niveau moyen. Moyen plus, c'est comme tu veux. Mais il ne sera pas là, il ne pourra jamais prendre la place d'Hakimi, c'est triste ce que je dis, hein. Il ne pourra pas prendre la place d'Hakimi ni dans la défense centrale. Parce que pour moi, il a beaucoup de lacunes. J'aime beaucoup, ça débauche d'énergie, on ne va pas se plaindre de ça, au moins il mouille le maillot, etc. Mais il a trop de lacunes pour finir titulaire au Paris Saint-Germain. Alors certains vont me dire, ouais, tu mets le Paris Saint-Germain très très haut quand même. Non, mais les joueurs qu'on a, oui, forcément, je le mets quand même un peu très très haut et je veux des bons joueurs à chaque poste. Et c'est logique pour moi. Kimpembe. Alors Kimpembe, pour moi, depuis cette année, c'était le meilleur défenseur central du PSG. Marquinhos, on sait que depuis le Real, ça ne va pas trop. Après, on passe à une défense à 3, elle était complètement perdue. Sergio Ramos, je ne vais pas épiloguer sur lui, mais pour moi, ce n'est plus qu'un nom Paris Saint-Germain. Alors, j'abuse peut-être un peu. Il a quand même du niveau. C'est encore très, très bon pour la Ligue 1. Ligue des Champions, ça commence un peu à se compliquer. Pour moi, Ramos, c'est un peu compliqué par rapport à... Je respecte énormément sa carrière, les gars. C'est pas une question de flinguer Ramos, etc. Mais je trouve que le Ramos qu'on a au PSG, ça n'a plus le même niveau que le Real Madrid. Et ça, c'est normal, vu son âge, etc. Et puis la force de Ramos, c'était aussi les coups en vis, des coups durs, etc. Tu vois, c'est plus... Là, il s'est un peu embourgeoisé au PSG, tu vois. Et je trouve que, pour moi, si je dois choisir, en tout cas, on va parler des autres, mais si je dois choisir mes 4 défenseurs, en vérité, aujourd'hui, pour le Bayern de Munich, à l'instant T, je te mets Nuno Mendes à gauche, je te mets Hakimi à droite, je te mets Marquinhos et je te mets Danilo, pour le moment. Marquinhos, parce qu'il retrouve de plus en plus son niveau de jeu. C'est quand même ton capitaine. Alors oui, il a le capitanat, il parle pas, ça me dérange, je suis comme vous. Par contre, son placement, des fois, il n'a pas besoin de parler. Son placement réorganise toute une défense quand même. Parce qu'on l'a vu quand il n'était pas là contre 3, les gars, je suis désolé, c'était Ramos, Kimpembe, on s'en prend 3. Hein. On s'en prend 3 dans la gueule avec une défense catastrophique. À un moment donné, ça veut dire les choses quand même, tu vois. C'est que, oui, Marquinhos n'a pas l'âme d'un capitaine, mais par contre, au niveau du placement, il est très important dans une défense. Donc Kimpembe, quand même, je le souligne encore une fois, cette saison, il est pour moi le meilleur défenseur depuis le début de saison. Mais Kimpembe, malgré que ce soit un Titi, vous savez très bien que je suis attaché à ce genre de joueurs qui sont Titi, etc., qui sont en pleine bourre, on se rappelle du tac face à Lille, etc. Mais il faut voir aussi les lacunes de ce joueur. Et les lacunes de ce joueur, pour un défenseur central, c'est la concentration et le marquage. Et quant à ces deux lacunes-là, en tant que défenseur central, ça doit être normalement tes qualités principales. Si tu as des lacunes, tu ne vas pas t'en sortir correctement. Ça va beaucoup dans son dos, des fois il ne se concentre pas, des fois il sort de son match. Et je trouve que il a plus 20 ans, parce que tout le monde pense à Kimpembe encore comme s'il avait 20 ans. Je crois qu'il a 26, 27, 28, 26 je crois. Peut-être 27, je sais plus. Mais en tout cas, il est plus tout jeune, les gars. Il faut admettre ça, en fait, tu vois. Danilo. Alors, Danilo, je voulais parler de lui parce que pour moi, je le disais, oui, on voit qu'il est grand, il a un physique atypique. C'est un peu le Giroud de la défense. Tu vois ce que je veux dire? C'est que c'est pas très beau à avoir joué, mais c'est efficace et c'est important pour l'équilibre. Et c'est important pour l'effectif. Et pour moi, Danilo, qu'il soit défenseur central au milieu de terrain, aujourd'hui, c'est le mec qui fait le travail, avec tous les défauts qu'on peut lui donner. Avec, c'est vrai que c'est pas un joueur de foot qui va faire soulever les foules. Mais on a besoin de joueurs comme ça. Quand on n'est pas dans FIFA, on n'est pas obligé de mettre 11 joueurs de ballon sur un terrain de football. Rappelez-vous Blaise Matuidi, tout le monde le kiffait. Pourtant, balle au pied, c'était pas non plus le mec le plus à l'aise. Mais tu as besoin des joueurs comme ça, en fait, des hommes de l'ombre, pour pouvoir équilibrer ton équipe, tu vois, qui vont jouer pour les autres, qui vont se dépenser pour les autres, mais qui vont tout prendre dans la gueule quand ça va pas. Mais en attendant, Danilo est ultra important, les gars. Il faut se le répéter. Et lui, bizarrement, il n'hésite pas à gueuler sur Messi, Neymar, Mbappé, même Marquinhos. Il gueule sur tout le monde. Il est investi. Il est impliqué. Et pour moi, Danilo, c'est très, très important. Nuno Mendes, je vais finir sur Nuno Mendes par rapport à ça. Pour moi, c'est le crack des cracks. Pour moi, il m'impressionne de jour en jour. Quand il a signé, j'ai vu un potentiel tout de suite.
Et il n'a jamais baissé de régime, en fait. Il n'a jamais baissé de régime. Là, il revient de blessure, il marque déjà à la Juve et tout. Enfin, c'est le mec, tu vois, tu sais qu'il monte de plus en plus si tu te demandes quand est-ce qu'il va s'arrêter. Pour moi, il est incroyable. Pour moi, on a vraiment une vraie pépite. On a de la chance de l'avoir. Et c'est pour moi, limite, presque la meilleure recrue des jeunes qu'on ait fait jusqu'à maintenant. Avec peut-être pour vous, votre chouchou, même le mien à un moment donné, ça reste quand même Marco Verratti. On va passer au milieu de terrain. Donc, on va parler tout de suite de Marco Verratti. Depuis l'année dernière, je lui reprochais une seule chose à Marco Verratti depuis le début qu'il est au PSG. On ne lui reproche pas le talent. Le talent, on sait tout ce qu'il a. Il casse les lignes, il sait garder le ballon, il est technique. À un moment donné, il se prenait trop de cartons par rapport à... Il parle trop. Maintenant, il ne se prend plus de cartons au niveau... Il parle trop, mais il se prend des cartons des fois au niveau des fautes. Mais c'est déjà un très, très grand progrès. Mais là, le vrai progrès qui se passe depuis l'année dernière, c'est qu'il ne se blesse plus. Comme quoi que le staff médical, quand tu le changes, quelquefois, ça va mieux. Ce n'est pas qu'une question d'hygiène de vie. Même si son hygiène de vie était logiquement justifiée, reprochée. Tu vois, depuis qu'il a sa femme, qu'il est marié, ça va aussi peut-être mieux dans sa vie. Il y a le staff médical qui va mieux. Et ça fait maintenant un peu plus d'un an où il ne se blesse plus, les gars. Et tout va bien. On voit qu'il y a un PSG avec et un PSG sans Marco Verratti. Et c'est très important de le souligner. Et maintenant, il a aussi des joueurs à côté de lui que ça va mieux. Tu vois, avant, il pouvait s'appuyer sur Mota, tu vois, sur Matuidi. On avait un milieu de terrain de ouf. Là, il n'avait personne pour s'appuyer. Tu ne vas pas me dire qu'il pouvait s'appuyer sur Paredes, sur Herrera, sur... Enfin, tu vois, c'était pas possible. C'était pas possible. Il ne pouvait pas faire tout seul. Le seul truc qu'on peut reprocher à Marco Verratti, c'est au niveau des stats. Alors, je sais bien que les stats, ça ne veut rien dire, mais un minimum quand même. Il a très peu de passes décisives, très peu de buts depuis qu'il est au PSG. Tu vois ? Ça reste quand même un réel problème, qu'on le veuille ou non. Alors, ça me va qu'il est à l'avant-dernière passe et tout ça, qu'il est là à l'animation, le premier à casser les lignes. Mais quand même, je pense qu'il pourrait faire beaucoup mieux. Vitinha, les gars, Vitinha. Alors, Vitinha, je pense qu'on s'enflamme un peu parce qu'on s'enflamme trop, malgré qu'il est bon. Je vais m'expliquer. Je pense que Vitinha, on est tellement content de voir un joueur technique au Paris Saint-Germain avec qui ça s'entend bien sur Verratti, qu'on le met tout de suite ici. Tu vois ? On ne le met pas là parce qu'il est fort, hyper fort. On le met là parce qu'on a eu tellement de la merde avant que la différence, ça se voit tout de suite. Doucement, avec Vitinha, ouais, faut le laisser grandir en fait. Faut le laisser grandir, il est jeune. On a vu que les deux, trois derniers matchs, il n'était pas trop présent, il avait un peu de mal, etc. Il faut y aller doucement avec lui. Il ne faut pas brûler les étapes. Je le trouve très talentueux, mais allons-y doucement. Pour moi, c'est un conseil que je donne aux supporters, c'est pas trop mettre les joueurs très haut tout de suite pour pas qu'ils s'enflamment bêtement, qu'ils se croient tout le temps au-dessus des autres, etc. Regardez Neymar avec la Tour Eiffel, etc. Le mec après, enfin, il n'en pouvait plus. Et après, c'est logique, hein, c'est un humain le mec, tu vois. Il se sent au-dessus de tout le monde. Tu vois, il se sent un Superman le type. Donc Vitinha, moi j'adore, mais attendons quand même. Renato Sanchez. Alors Renato Sanchez. Je ne vais pas non plus faire une vidéo ultra longue sur lui, mais Renato Sanchez, les gars, c'est quand même le mec, quand il est arrivé, je trouve qu'intrinsèquement, encore une fois, je le répète, au niveau du talent, il est très très fort. Il sait casser les lignes, il est performant. Quand il était à Lille, etc., il sait perforer les défenses, il est technique, il frappe de loin, et surtout, il a beaucoup de physique, tu vois, il met beaucoup d'impact. Le problème, c'est qu'au PSG, je vois tout sauf de l'impact. Alors oui, il y a les blessures qui le rattrapent et ça, c'est son principal défaut, c'est les blessures. Ce mec est un peu en cristal. J'espère que ça ira mieux, etc. Mais quand il joue, j'ai l'impression qu'il est bridé, il est complexé. Parce que c'est un joueur, il faut savoir que Renato Sanchez, quand il prend le ballon, quelquefois, il fait les différences tout seul. Il prend le jeu à son compte, tu vois. Il va casser les lignes, il va perforer les défenses, il tente des choses. Mais le problème, c'est quand tu as Neymar, Mbappé, Messi devant, est-ce que tu as besoin de faire des différences? Non, tu vas leur donner le ballon. Et je pense que le vrai problème, il est là. C'est qu'il faudrait laisser un peu plus de liberté et de confiance aux joueurs qui jouent avec ces trois-là devant pour pouvoir apporter ce qu'ils doivent apporter et leur propre qualité. Parce que là, en fait, j'ai l'impression d'avoir un joueur bridé qui donne pas assez, qui joue en retrait, il a le cul entre deux chaises et ça me plaît pas, en fait. Renato Sanchez, je t'ai beaucoup défendu, mais à un moment donné, il va falloir prendre tes coronesses un petit peu et montrer ce que tu vaux aux yeux des gens. Parce que là, pour le moment, pour moi, c'est mauvais. C'est pas bon. Malgré que tu as mis 2 buts, que tu n'as pas beaucoup joué non plus, mais c'est pas bon. Voilà. Et je suis un peu déçu parce que je compte beaucoup sur ce joueur-là. Fabien Ruiz. Ah, Fabien Ruiz, c'est un peu la délicatesse. Il est grand, il est physique, il a un bon pied gauche, il organise, il monte, il frappe.
Enfin, un joueur qui frappe, parce qu'au Paris Saint-Germain, j'en ai pas parlé tout à l'heure tactiquement, mais on n'a pas un joueur qui frappe de loin. On n'en a pas. C'est quand même incroyable qu'au PSG, tu vois, dans tous les grands clubs, tu as des milieux qui marquent pour supplier les attaquants. Nous, tu as l'impression qu'il n'y a que nos attaquants qui doivent marquer. Alors, c'est vrai que quand tu as Messi, Neymar, Mbappé, forcément, tu comptes beaucoup sur eux pour marquer. Mais c'est pas une raison. C'est pas une raison, en fait. Quand tu avais à l'ancienne à la MSN au Barça, tu avais Messi, Suarez et Neymar, tu avais quand même du Xavi qui marquait, tu avais du Busquets, tu avais du Iniesta. Ça a marché, tu vois, ça marquait. Nous, on a un peu de mal avec ça, tu vois. Tu as l'impression qu'on est un peu coupé, on leur donne la balle et faites les différences parce que vous êtes super forts. Mais va accompagner les actions. Fabien Ruiz le fait, et c'est ce qui me plaît vraiment beaucoup. Et ce milieu de terrain, Vitinha, Fabien Ruiz, Verratti, me plaît énormément. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Carlos Soler. Alors, Carlos Soler, les gars, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Il joue pas beaucoup, il marque, il fait ce qu'il peut, mais je vois pas en lui. Après, c'est tout le temps difficile, les gars. C'est ça que j'ai du mal à moi-même avoir cette objectivité. C'est quand tu passes de Messi, Neymar, Mbappé à Soler ou à Ekitike, parce qu'on va revenir aussi à Ekitike, forcément, c'est moins bon, en fait. Donc, tu t'attends à quoi de ces joueurs-là? Tu t'attends qu'ils rendent service. Mais tu t'attends pas qu'ils terminent titulaire, parce que ça terminera jamais titulaire. Sarabia, Soler, Ekitike ou consort, je sais pas qui on peut parler d'autre, mais c'est compliqué. C'est compliqué, les gars. Est-ce que j'ai oublié d'autres milieux? Non, j'ai pas oublié d'autres milieux. Donc, il est vrai, les gars, que Carlos Soler, écoute, j'attends un petit peu et tout, mais je vais pas trop le juger. Je trouve qu'il est moyen bon, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. C'est pas une question d'être pourri gâté, c'est une question de justesse, tu vois, de voir les choses telles qu'elles sont. On va parler d'Ekitike avant les trois de devant. Ekitike, je vous l'ai toujours dit, je suis très content. Là, je suis très content qu'il ait marqué son but parce qu'en plus, il a été le chercher tout seul. Maintenant, les gars, m'en voulez pas d'avoir des fois des ressentis. Tu sais, des fois, tu peux avoir un ressenti pour un joueur et que l'autre personne n'a pas ce même ressenti pour ce joueur, tu vois. Il y a des joueurs, quand ils touchent le ballon, j'ai un ressenti, tu vois. Je me dis, ah, lui, je sens qu'il a du football, je sens qu'il a un potentiel. Et Ekitike, je le trouve limité. Maintenant, j'espère qu'il va réussir, j'espère me tromper, que ça soit au Paris Saint-Germain ou ailleurs, parce que c'est un joueur que je déteste pas. Même s'il ne réussit pas au PSG, je vais lui souhaiter de réussir ailleurs. Le mec, il aime le PSG, il fait ce qu'il peut, il joue pas beaucoup, c'est difficile pour lui. Après, il a choisi de venir au PSG en ayant conscience qu'il y a ses trois de devant. Forcément, tu n'allais pas avoir beaucoup de temps de jeu. Et le faible temps de jeu que tu as intérêt à montrer, à marquer tout de suite, tu vois. Il ne le faisait pas. Il avait un peu de mal, etc., que ce soit sur ses contrôles, sa façon d'accompagner la balle, soit sa conduite de balle. Je ne vois pas un gros potentiel chez Ekitike. Maintenant, j'espère me tromper, j'espère que je vois que tout le monde le soutient, et c'est très bien. Moi-même, je le soutiens. J'ai fait une story sur Insta, une publication, je suis content pour lui, tu vois. Mais entre être content pour un joueur, vouloir qu'il réussisse, et se dire que peut-être que ce joueur ne réussira pas parce que peut-être on ne ressent pas de potentiel chez lui, j'ai le droit de le penser quand même, les gars. Ça ne veut pas dire que je veux sa défaite, je veux sa non-réussite. Au contraire, je demande qu'à me tromper. Mais Ekitike, je ne ressens pas grand-chose, les gars, tout simplement. Je voyais plus de niveau, plus de ballons avec Kalimundo, par exemple, où je trouvais qu'il y avait plus de potentiel qu'un Ekitike. Moi, c'est mon avis, tout simplement. Alors, Neymar, Messi, je vais y venir tout de suite. L'année dernière, c'était compliqué pour eux. Messi, on va se dire clairement, Messi, il a vécu toute sa vie dans une seule ville. Il a vécu dans un club où ils lui ont permis de jouer au football. Parce que lui, vous savez qu'il aurait pu ne pas jouer au football. On lui a donné des hormones de croissance, ils ont payé ses trucs médicaux, etc. Donc ça a été compliqué. Il a connu une seule ville, un seul club, une seule culture. Donc forcément, les gars, autant le meilleur joueur du monde, de la planète, de l'histoire du foot pour certains comme vous voulez, moi j'ai pas trop d'avis là-dessus, je sais pas trop, j'ai du mal à comparer les époques, tu vois, parce que les époques sont pas les mêmes, le rythme n'est pas le même, donc c'est un peu compliqué de comparer tout ça. Quoi qu'il en soit, autant grand joueur qu'il est par le talent, c'est petit en taille, on va pas se mentir, mais c'est compliqué de s'adapter à une nouvelle vie, un nouveau coéquipier, une nouvelle ambiance, une nouvelle ville, un nouveau club, c'est compliqué les gars. Donc, il n'a pas réussi l'année dernière. Enfin, il n'a pas réussi, entre guillemets, parce qu'il a eu quand même des stats. Mais ce n'était pas le Messi qu'on voit aujourd'hui. Donc, moi, un an qu'il ne réussit pas, je suis prêt à excuser par rapport à son adaptation. Il n'y a pas de problème. Il s'est pris des insultes et tout. Maintenant, c'est un peu compliqué avec les supporters, à juste titre ou non. J'en sais rien. Faites votre propre avis. Si des gens vous insultent, vous, bon, ça peut aller. Mais si on insulte votre famille, etc., est-ce que vous allez aller voir les gens qui ont insulté votre famille? Surtout que c'est vos propres supporters. Ils ne sont pas tous comme ça, bien heureusement. Il a fait une généralité, mais
Ça peut, dans les deux camps, moi je suis pour les deux camps. Tu vois, c'est qu'il y a des gens, ils ont rien fait, ils ont rien demandé. Tu as aussi Messi qui a souffert de ça. Donc c'est un peu compliqué. Neymar, je lui en veux un peu plus quand même. Là, il fait un bon début de saison, on n'a rien à dire. Moi, je suis pas Riolo pour vous dire, ouais, vous avez oublié ce qu'il a fait avant, il s'est foutu de votre gueule. Mais on le sait qu'il s'est foutu de notre gueule. Tu crois quoi? Tu crois qu'on est né de la dernière pluie ou quoi? Non. Mais sauf que nous, on est là pour juger en tant que youtubeur du PSG. Je suis là pour juger match par match et saison en saison. Là, il fait un bon début de saison. Il a une débauche d'énergie. Il défend, il marque, il passe, il est impliqué. Tu veux que je dise quoi? Bah, peu importe ce que tu fais, casse-toi. Bah non, tu peux pas faire ça. Oui, moi j'ai réclamé le départ de Neymar. Non pas parce qu'il est mauvais. Enfin, au PSG, c'est un peu compliqué. C'est juste que Neymar, au niveau de son implication, je ne supportais pas son comportement. Tu vois, à un moment donné, qui l'année dernière aurait voulu que Neymar reste, à part les ultra fans de Neymar, quoi qu'il fasse, ils vont le... T'as compris? Donc non, moi Neymar l'année dernière, j'en pouvais plus, j'en avais marre. Le mec, il était, en jeu de mots, il était en mode, je fais toute une saison, je me blesse la moitié de la saison, je fais pas les efforts, je suis blessé, tout ça. L'année d'après, je me dis, bon, bah, il va revenir en forme parce qu'il va devoir montrer et prouver qu'il en a marre un peu que tout le monde se foute de sa gueule et que le critique. Le mec, il revient avec un beat comme ça. Alors oui, il a le droit de prendre des vacances, mais quand tu as été mauvais ou tu avais une mauvaise hygiène de vie et que tu as tout approuvé au club qui t'a acheté cher, qui te paye cher, à un moment donné, prends sur toi, même si c'est tes vacances, reviens affûté. Ouais, mais tu comprends, Neymar, en 15 jours, il est affûté. Oui, mais c'est 15 jours de perdu où tu prends du retard sur les autres, où tu fais du yo-yo avec ton physique, et forcément, tu es sujet à plus de blessures. Oui, plus de coups, plus de fragilité. Parce qu'en plus, Neymar, c'est un peu un élastique, tu vois, son corps, c'est un élastique. Et il a été piqué. Alors certains vont me dire, ouais, mais Neymar, il fait une bonne saison par rapport à la Coupe du Monde. Mais j'ai envie de te dire, la Coupe du Monde, c'est le Graal pour les joueurs. Vous allez reprocher aux joueurs de vouloir faire une Coupe du Monde, en fait. Ou devoir s'économiser 2-3 matchs avant pour faire une Coupe du Monde. Mais c'est tous les 4 ans une Coupe du Monde. Vous représentez votre pays. Alors certains sont matrixés par leur club. Moi-même, je suis matrixé par le club. Mais en vrai, les gars, les joueurs, ils représentent leur pays. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont attachés à leur pays. Ils sont fiers de représenter leur pays. Ils font une compétition où c'est que tous les 4 ans. C'est normal que les gars, ils sont convaincus. C'est normal tout ça. Moi, je pense que Neymar, il y a la Coupe du Monde, il y a aussi le fait qu'il a été piqué par le bon. Alors, certains vont me dire que c'était une rumeur, mais apparemment Mbappé aurait demandé le départ de Neymar, qu'il n'en pouvait plus de travailler avec un mec qui n'est pas investi. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, Neymar l'a sûrement mal pris. Il y a eu une double piqûre de rappel pour lui. Et c'est bénéfique pour le PSG et pour lui. On va pas se plaindre, les gars. Mbappé, Mbappé, il a ses stats quand même. Mais il nous énerve un petit peu. On va pas se mentir, il nous énerve, les gars. Moi, je voyais un bon truc jusqu'au match contre la Juve où il oublie Neymar pour le 3e but, alors que Neymar lui donne une galette monumentale en louche. Je me dis, il va lui remettre pour le 3-0. On éteint la Juve et en plus, on éteint toutes les rumeurs comme quoi ils s'entendent pas les deux et ça ferme la gueule à tout le monde. Il lui donne pas, on sait ce qui se passe. 30 secondes après, tu te prends un but. Et depuis ce match de la Juve, je retrouve plus un PSG flamboyant comme avant. Tu vois? Depuis cette action-là. Voilà. Et il y a eu les sorties de Mbappé, le pivot gang, le Chelsea. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont énervé chez ce joueur. Maintenant, il est encore au club. Il marque. Il fait ce qu'il faut sur le terrain quand même si quelquefois il force beaucoup par rapport à avant. On va pas se plaindre, les gars. C'est normal qu'à l'instant T, quand Mbappé fait des conneries, eh ben tu dis qu'il a fait des conneries, tu vois. Ouais, mais vous avez voulu tout ce qui prolonge, vous lui avez tout donné, il n'a pas eu les promesses. Des promesses, c'est du blabla. À un moment donné, tu sais très bien, tu signes un contrat. Et ce que tu signes pour ce qui est marqué sur le papier, pas pour ce qui est dit. Dans n'importe quelle entreprise, tu signes pour ce qu'on t'écrit sur le papier et non pour ce qu'on te dit. Les promesses, c'est du blabla. Après, s'il est naïf, il y a le salaire derrière qui te permet d'être naïf. Tu as compris un peu ce que je veux dire ou pas? Donc à un moment donné, doucement, il y a eu des promesses, j'en suis sûr qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été tenues. Certes, à un moment donné, tu es au club, tu es payé par le club. Tu t'assois pas sur ton salaire, par contre. Tu critiques les promesses, mais tu t'assois pas sur ton salaire. Donc, à un moment donné, il y a des supporters aussi à satisfaire qui viennent au parc, qui dépensent énormément d'argent parce que ça, j'en ai même pas parlé, mais le ticket de place, c'est une catastrophe pour le Parc des Princes où des fois, tu te retrouves avec des supporters adverses qui prennent toute une tribune et surtout des gens lambda qui peuvent plus aller au parc parce qu'il y a des PSG3 à 200 €. Non, mais les gars, on marche sur la tête avec ce club par rapport à beaucoup de choses. Maintenant, les gars, ça fait combien de temps? 34 minutes la vidéo, les gars, incroyable. Je crois que je vais m'arrêter là. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu tout simplement.
Je vous dis à tous une très très bonne soirée en ce lundi, en espérant que tout aille bien pour vous. On attend impatiemment la Coupe du Monde quand même si le match de groupe, je suis pas hypé de ouf. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, que ce soit sur le Paris Saint-Germain et l'équipe de France, l'avant-match, et aussi beaucoup de live sur Twitch. Je vous embrasse très très fort. Ciao, ciao.